Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Je suis Léonard et j'ai comme invité Charles Gave pour la première fois de cette chaîne. Voilà, c'est ça, on a nos places latitudes d'ailleurs. Faudra qu'un jour je me mette là que vous mettiez là pour changer un peu. Ouais, je pense que tout le monde serait très perturbé. Je pense que là, les gens commenceraient à m'appeler Charles, vous Léonard, ça n'irait pas du tout. Absolument. Vous commencerez à poser des questions, je commencerai à répondre, enfin ce serait très perturbant pour les gens. Je voudrais commencer cette émission tout d'abord avec un petit erratum. La semaine dernière, je parlais de 45 000 faillites d'entreprises sur un trimestre. C'était 45 000 faillites d'entreprises en réalité sur un exercice annuel sur les 12 derniers mois. Donc voilà, je tiens à rétablir la vérité parce que j'ai commis une petite erreur. Si maintenant il faut se corriger quand on dit des bêtises, on n'est pas rendu. Hein. Ah oui, bah oui. En plus, imaginez que les grosses chaînes d'infos le commencent à le faire. Là, faudra en faire des émissions entières, en fait. Ouais, et puis si tu le remontes un peu dans le passé avec tous les trucs qu'ils nous ont racontés qui étaient du pipeau. Ouais. Non, il commencerait. Là, faudrait faire une émission de 3 heures au moins chaque semaine pour dire bon, alors on a raconté ça. En fait, c'était pas tout à fait vrai. C'est peut-être une proposition à faire. Hein. Et puis, donc voilà pour ce petit erratum. Je voudrais commencer à parler tout d'abord de l'opération Wuambushu. Alors, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais enfin, c'est cette fameuse opération donc qui apparemment est à Mayotte, donc qui vise à rétablir l'ordre sur l'île. Alors, on a déjà un petit problème avec cette opération, c'est que d'une part, donc en fait on a deux gros problèmes sur cette île, c'est d'une part l'immigration énorme qui vient des Comores, ouais. Et d'autre part donc la violence endémique qui se développe sur l'île, donc avec du trafic de drogue, un phénomène de violence assez extrême, au point que les habitants sur place n'en peuvent absolument plus, et ils sont très favorables à des mesures qu'on pourrait qualifier pour le moins de radicales. Donc ça c'est pour planter un petit peu le décor. Et alors on a déjà un problème au bout de même pas 2 jours d'opération, c'est que d'une part les Comores ne veulent pas reprendre leurs ressortissants clandestins, et d'autre part on a un jugement du tribunal administratif sur place qui vient dire que en fait il faut pas démanteler certains bidonvilles justement pour des questions de salubrité. Est-ce que vous pensez, Charles, que c'est possible juridiquement et politiquement, dans l'idée, de mener ce genre d'opération quand même? Il y avait de temps en temps, quand il y avait des troubles trop graves, c'est le droit militaire qui s'appliquait. À ce moment-là, le droit administratif ne s'appliquait plus, puisque c'était... Mais à partir du moment où on considère qu'on est dans un état de droit et que le droit l'emporte sur tout, je vois pas très bien comment on va s'en sortir de ce coup-là. On sait très bien qu'il y a une île qui a décidé de rester française, les autres avaient décidé de pas le rester. Ben oui. On sait qu'on peut passer de l'une à l'autre assez facilement, que c'est la même population, que les niveaux de vie sont différents. Ouais, très différents, ouais. Et ça me paraît exactement le genre de problème sans solution, quoi. Mais ils ont des élus à l'Assemblée nationale. Il y a un ou deux députés des Comores, non? Oui, il y en a au moins un. Oui. Et puis même là. J'avais eu une conversation avec lui il y a quelques années, oui. Ah oui. C'était un type intéressant, oui. Et en plus de ça, récemment aussi, on a entendu c'était le vice-président du conseil départemental donc de Mayotte qui était passé sur une télé locale pour dire carrément est-ce que faut pas tuer un petit migrant pour vraiment rétablir l'ordre, etc. Enfin, je veux dire, on est sur des trucs tellement extrêmes qu'on n'y pense même pas. En France, même à l'extrême droite, on pense pas ce genre de truc. Et là-bas, rassurez-vous, à l'extrême gauche, ils doivent y penser.
À l'extrême gauche, ils doivent pas penser peut-être à tuer le migrant, ils doivent peut-être penser à tuer celui qui veut éventuellement juste vivre chez lui tranquillement. Voilà, c'est possible ça aussi. Non mais, bah oui, c'est ce que disait ce dit Raymond Aron de Giscard d'Estaing. C'est un homme très intelligent, mais il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et bah oui, l'histoire est tragique, on se retrouve devant des situations impossibles, et puis dans des situations comme ça, il n'y a pas de bonne solution, donc il faut choisir entre deux mauvaises solutions, et moi je vois pas très bien ce qu'on peut faire là. Ouais, on peut proclamer l'état de siège. Et à ce oui, moment, l'état d'urgence. L'état d'urgence, l'état de siège, pour redonner la parole mais en même temps, comment vous faites s'il y a des civils qui rentrent, des enfants qui rentrent comme ça, vous n'allez pas leur tirer dessus, donc. Non, bien sûr, je dis pas ça du tout. Après, comment dire, on peut avoir une politique migratoire qui peut être en même temps, on va dire humaine, c'est-à-dire s'occuper des gens, les secourir s'ils sont en train de se noyer en mer. Qu'est-ce qu'on a fait si les gens veulent pas les reprendre après? Ah bah ça, justement, ça c'est une complication énorme. Si les gens ne veulent pas les reprendre, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut monter des camps de concentration à ce moment-là. Et quand vous commencez un camp de concentration et que vous payez les gens à l'intérieur, je vous signale que, prenons l'exemple de la Palestine, qui est un exemple douloureux, où il y avait des gars qui étaient... on a monté une opération pour prendre des Palestiniens qui avaient été déplacés. Et maintenant, c'est la plus grosse activité des Nations Unies, c'est le plus gros budget des États-Unis, c'est de filer du pognon aux Palestiniens, leurs enfants, leurs petits-enfants, dans des situations qui sont des lapins en cage, quoi. Et c'est pas satisfaisant non plus. Ouais. Donc, si vous voulez monter un camp de concentration, pour y mettre les gens, mais en même temps, il faut qu'il y ait une sortie à ce camp de concentration. S'il n'y a pas de sortie, je sais pas. Donc, ça me paraît un problème qui n'a pas de solution. Donc, à mon avis, on peut passer à la deuxième question. Hein. Ah oui, déjà. Oui, parce que là, je vois pas ce que je peux dire de particulièrement. À partir du moment où vous avez une différence de niveau de vie extraordinaire, les gens arrivent du côté pour toucher les subventions, quoi. Ouais, on a un PIB habitant à Mayotte qui est de $1 500. Pas à Mayotte, pardon, aux Comores. Et à Mayotte, justement, c'est près de 10 000 euros par personne. Donc, à peu près $10 000, quoi. 10 000 euros de subvention. Bah oui, c'est sûr, on a un différentiel de budget par rapport à la métropole qui est énorme. C'est sûr, on subventionne l'île. Ça va être parce que je vois pas qu'ils créent... ils reçoivent 10 000 euros de la... Oui, il y a pas une création de valeur équivalente à 10 000 euros. Il y a peut-être une consommation, mais c'est pas de la création de valeur, la consommation. Donc, oui. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui ont imaginé une sortie à ce problème, c'est-à-dire tout simplement dire... Et finalement, est-ce que Mayotte c'est vraiment la France? Est-ce qu'on peut pas dire voilà, vous prenez votre souveraineté et ça, il y en a qui pensent ça, on va dire à la droite radicale pour des raisons identitaires de ils sont pas vraiment français, voilà. Et il y en a qui pensent ça à l'extrême gauche pour des raisons absolument inverses, c'est-à-dire que c'est une réminiscence de l'État colonial et donc en fait on doit s'en débarrasser et les laisser tranquilles, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met D'abord, c'est difficile de dire aux gens qui ont voté pour rester français qui sont plus français. En plus, ils ont et puis en plus, voté, si on le fait pour Mayotte, on le fera peut-être demain pour Marseille et pour la Seine-Saint-Denis. oui, on pourrait étendre le principe. Ouais. Oui, à un moment, si vous voulez, où il y a des gars là, où il y a je sais pas, mais où vous arrêtez. Le territoire de la République est uni et indivisible d'après la Constitution. Hein. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait une... je sais plus si c'était la députée justement de Mayotte. En tout cas, une élue de Mayotte qui était venue dans le média, sur justement le média, la chaîne de gauche là. Donc ceux qui l'invitaient lui faisaient remarquer que c'était un peu colonialiste, etc. Et que peut-être les Mahorais fallait les laisser tranquilles et leur donner une souveraineté. Et elle leur disait mais attendez, on n'arrête pas de nous demander tous les X années si on est bien français. À chaque fois on répond oui à 95%. Non, nous on le voit pas comme un État colonial. Nous on est content d'être là. Et surtout quand on voit le différentiel avec les îles d'à côté, c'est sûr que... Parce que vous voyez un petit peu dans les Antilles, vous avez les Antilles françaises, puis à côté vous avez des Antilles qui sont indépendantes, des petites îles. La différence du niveau de vie, c'est quelque chose entre les deux. Hein. Donc le mouvement indépendantiste, ils ont
assez peu de popularité là. Ouais, c'est pareil d'ailleurs, différentiel entre Haïti et la République dominicaine. Enfin, c'est que des trucs comme ça entre soit un État communiste, soit je sais pas quoi d'autre. Et à côté, on va dire un territoire avec on va dire comparable et avec une population comparable, mais qui appartient à un État occidental, capitaliste, et où ça marche beaucoup mieux. Des subventions. Ouais, évidemment. Donc voilà, en tout cas, je voulais reparler très très vite fait aussi de cette ordonnance quand même du tribunal administratif. Donc cette ordonnance donc, a suspendu le démantèlement d'un bidonville. L'argument c'était que ça portait atteinte à la sécurité des habitants. Bon, on pourrait se dire que c'est peut-être aussi le fait de maintenir le bidonville qui peut aussi porter atteinte à la sécurité des habitants. Et la juge à l'origine de cette décision, donc c'est Catherine Vanier, qui est une ancienne cadre du syndicat de la magistrature. Donc syndicat qui au passage a envoyé un mail à tous ses adhérents peu avant l'opération, qui leur demandait de ne pas être, je cite, la caution utile du gouvernement. Et donc cette juge, elle est présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou, qui est donc la capitale locale du département de Mayotte. Et donc elle a tenu absolument à se charger de cette ordonnance de référé. Et par ailleurs, justement, cette section locale du syndicat de la magistrature sur place avait publié il y a quelques semaines une tribune qui remettait carrément en cause justement l'appartenance de Mayotte à la République française. Donc voilà, pour ces gens-là, Mayotte, en fait, justement, est victime on va dire d'une prédation, d'une colonisation de l'État français, alors que justement c'est un petit peu l'inverse qui se passe. On subventionne, comme c'est pas permis, ce département. Donc voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, j'ai une question d'un internaute, donc de José. Je rappelle encore une fois que vous pouvez poser votre question en commentaire. Alors cette question, j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'on n'aborde jamais ce genre de truc, mais elle est très simple. Que pense Charles du royalisme ? On a abordé justement pas mal la question de la République la semaine dernière. Que pensez-vous du royalisme ? Le royalisme, si vous voulez, je crois qu'il y a une majorité des pays en Europe, dans l'Europe institutionnelle, qui sont des royaumes. Il me semble qu'il y a assez peu. Donc, ça part, le royalisme, ça part d'une notion historique. Il y a dans une nation deux éléments, il y a son histoire et il y a son présent, quoi. Donc il faut gérer le présent, mais il n'est pas mauvais que quelqu'un représente l'histoire pour... Donc c'est une façon, c'est ce qu'ont bien réussi les Anglais, en identifiant une famille avec l'histoire de l'Angleterre. Ça donne aux gens l'impression d'appartenir à une histoire. On n'est pas simplement dans le présent. Et je trouve que dans ces moments où les gens ont du mal à savoir qui ils sont, d'où ils viennent, etc., de savoir qu'il y a une lignée qui a toujours représenté le pays, moi je suis pas, mais il faut pas il faut qu'il ait un pouvoir que moral, il peut pas avoir un pouvoir politique dans une démocratie. Donc il peut, par exemple, l'Angleterre à un moment a cru que Hitler allait envahir le Royaume-Uni, là, en 1940. Et la famille royale était prête à se replier au fin fond du Canada, dans l'île de Vancouver, pour garder la présence historique de la Grande-Bretagne avec eux. En quelque sorte, ils incarnent le pays. Mais à part, voilà. Donc, c'est une autre façon. Et il y a quelque chose de bien, c'est que chaque Premier ministre s'incline devant le roi. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour Napoléon. Il sait qu'il y a un principe qui est pas au-dessus de lui, mais auquel il doit rendre hommage. Donc, moi, je trouve ça, la réalité, je trouve ça sympathique. En France, ce serait difficile, mais parce qu'on a une histoire qui presque nous l'interdit aujourd'hui, mais ça a l'air de bien se passer en Espagne. Voilà. C'est Franco qui avait ramené ça, mais... C'est une façon d'éviter une dérive du court terme.
C'est vrai, on l'oublie souvent, mais effectivement, en Espagne, c'est Franco qui est justement vu comme un gros dictateur. À la fin on va dire de sa période de pouvoir, il a justement rétabli beaucoup d'institutions, enfin pas rétabli d'ailleurs, établi tout court, hein, tout un tas d'institutions qui sont encore là aujourd'hui dans la République. Voilà, donc c'est une... Et puis ça donne du tirage aux journaux. Oui, c'est pas faux, oui. Donc, quand ils n'ont plus rien à dire, ils vont faire un rapport sur les filles de la famille royale, je sais pas quoi, qui se tiennent pas bien, ou les garçons, oui, ça. Oui, c'est vrai que... Ça enthousiasme les foules. Oui, c'est vrai que... bon... Qu'est-ce que deviendrait voici, Gala, ou je sais pas quoi, s'il n'y avait pas la famille royale de Monaco? Oui, voilà, c'est-à-dire que, bon, l'énième petit copain de Jennifer, c'est sympa, mais... Oui. Et c'est vrai que Kate Middleton et ses enfants, ça vend un peu plus. Et puis pareil, les embrouilles avec Harry, etc. Bon, voilà, là on fait du tirage. Là, on fait du tirage. Ça permet à toute une série de journalistes de vivre. Oui, c'est vrai. On va pas en dire du mal. On n'y pense pas assez, mais il suscite quand même énormément d'emplois, finalement. Bah ouais. Et puis pareil, même les Monaco, ils représentent pas énormément de choses, mais enfin, ils font aussi un petit peu de tirage. Voilà. Quand la famille royale d'Angleterre se tient tranquille, il y en a une ou deux qui peuvent venir au secours, quoi. Mais c'est ce que disait le roi Farouk égyptien. Il disait à la fin, il y aura plus que 5 rois. Il y aura les 4 rois, le roi de trèfle, le roi de cœur, le roi de carreau, et le roi de pique et le roi d'Angleterre. Je crois qu'il avait pas tort, parce que c'était une tentation normale de venir à une espèce de vie sans roi, mais la Suède est restée, le Danemark est resté, la Norvège est restée, l'Espagne, il y en a pas mal quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de... Comment dire ? C'est sûr, c'est pas tellement raccord avec la modernité. Le fait d'avoir mais justement, une réminiscence du passé, justement, le lien du ça vous met le passé dans le présent, quoi. Ça, ouais. Il y a une espèce de personne qui incarne les deux à la fois. Donc, je sais pas, moi, j'ai rien contre, surtout, ça empêche celui qui exerce effectivement le pouvoir d'avoir la grosse tête. Ouais, c'est pas faux, ouais. Parce qu'il peut être... il doit s'incliner devant quelqu'un. C'est pas faux. C'est sûr que devant l'histoire de son pays. Si on transposait purement et simplement le système politique et institutionnel anglais à ce qu'on a en France, peut-être que Macron du coup serait pas président mais Premier ministre, et peut-être qu'il aurait un peu moins la grosse tête face à un roi qui est là depuis pas mal de temps. Et qui n'ayant aucun pouvoir, si jamais il y a un coup d'État ou etc., peut dire non, ça j'accepte pas, parce qu'il y a un certain nombre de choses, il n'a pas le droit de veto, mais il peut dire, donc le simple fait que quelqu'un puisse s'opposer, c'est une garantie de plus, mais elle est plus morale que... Ouais. Donc j'ai rien contre le royalisme, c'est pas... Et puis ça rappelle à tout le monde que l'Europe vient de loin, quoi. Surtout qu'il a cet avantage, enfin quand on est dans une monarchie constitutionnelle, donc dans une démocratie quand même, on a cet avantage d'avoir une division institutionnelle entre un organe qui représente la continuité du pouvoir et un organe qui représente, on va dire, l'effectivité du pouvoir. Donc entre gouvernement et la couronne. Et c'est vrai qu'en France, on a mis les deux éléments dans une seule personne qui est le président. Et les gens commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol, surtout que quelqu'un comme Emmanuel Macron, par sa personnalité, en abuse beaucoup trop. Oui, il en abuse, mais en même temps, si vous voulez, quand vous avez en Angleterre, moi ce qui m'a toujours fasciné, c'est que vous avez le parti au pouvoir, et il y a l'opposition de Sa Majesté. C'est-à-dire que si c'est les conservateurs, vous avez les travaillistes qui sont là, et qu'on informe aussi de toutes les décisions qui vont être prises, le patron du Parti travailliste, et puis quand c'est les travaillistes qui sont au pouvoir, c'est les conservateurs qui deviennent l'opposition. Donc ça institutionnalise le fait que le souverain, en quelque sorte, admet que la majorité change, et tient l'autre moitié du pays informé de ce que fait la seule qui est au pouvoir. Je trouve que c'est bien élevé. C'est vrai. C'est bien élevé,
on fait pas des coups en douce, quoi. Enfin, ça veut dire que les Anglais font pas des coups en douce, mais enfin, ils les font poliment. Ouais. Donc oui, vous avez rien contre la royauté, mais vous êtes quand même démocrate, donc forcément vous n'êtes pas pour un monarchisme. Je suis démocrate, je suis tout à fait démocrate, mais je suis démocrate dans la mesure où les gens qui sont élus représentent la majorité. Mais à partir du moment où montez des systèmes électoraux qui empêchent que une majorité au pouvoir soit jamais remplacée, on arrive dans le problème qu'a très bien décrit Toynbee, c'est-à-dire des élites inutiles, des élites qui se maintiennent par la peur, Et à ce moment-là, le vrai problème, c'est à partir de quel moment l'absence de démocratie justifie des actions qui sont non constitutionnelles, démocratiques. Donc ça pose un problème très grave. C'est à partir du moment que les gens font des choses qui sont pas normales. Donc le vrai problème, c'est c'est le respect de la loi. Jusqu'à un certain point, quoi. Jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où cette loi devient injuste. Oui, c'est sûr, à partir du moment où l'État devient tyrannique, on peut évidemment imaginer... C'est la vieille question posée Saint Thomas d'Aquin, quoi, c'est ça. Oui, donc on n'a pas de problème à se poser cette question lorsque l'État devient vraiment tyrannique. Mais quand il est vaguement tyrannique ou mollement tyrannique, qu'est-ce que vous faites? C'est la grande question, oui, on parle beaucoup, d'ailleurs, pour parler de ce qu'on vit en ce moment, d'anarcho-tyrannie. Oui, c'est un concept un peu... oui, la tyrannie molle, c'est celle de Tocqueville, oui. Pour aborder un nouveau sujet, Fox News se sépare de Tucker Carlson. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent Tucker Carlson dans ceux qui nous écoutent, mais c'est quand même un Américain, donc je pense qu'il y en a peut-être une majorité qui ne voit pas ce qu'il représente. Donc c'est quand même c'est un tremblement de terre tout simplement dans le paysage audiovisuel américain, parce que c'est quand même un type très connu, Tucker Carlson, connu pour avoir fait des quotidiennes, donc sur des chroniques quotidiennes sur Fox News pendant des années. Donc d'abord, il est passé à CNN de 2000 à 2005, ensuite il a été chez MSNBC de 2005 à 2008, je crois. Et ensuite, il est passé chez Fox News, et chez Fox News, il a carrément son émission attitrée depuis 2016, donc Tucker Carlson Tonight, et c'est vraiment pour faire un peu un parallèle, pour voir un petit peu l'importance de ce qu'il représente. C'était vraiment le visage de la droite américaine, en fait, sur le paysage audiovisuel. C'était le gendre préféré de tout le monde aux États-Unis. Il y avait un côté un peu Zemmour avant sa candidature, mais peut-être en plus beau gosse encore. Oui, d'abord il est très beau gosse, et puis il est très ancré dans la Constitution américaine, les traditions américaines, et donc il est devenu, par la force des choses, au fur et à mesure que la gauche, le Parti démocrate, se radicalisait, il est devenu un peu le porte-parole des gens raisonnables, des gens qui disent que c'est que ces sortes de fous, enfin bref, qui recevaient les gens. Et il avait une popularité inouïe, il était le plus regardé, le plus cité, puis le plus repris par tous les systèmes sociaux, donc on le voyait partout. Et là, il s'est fait virer en 24 heures. Alors on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a deux explications. La première, c'est que Fox a perdu un énorme procès sur les machines Dominion, sa boîtier, là. Donc il l'aurait rendu responsable. Je ne sais pas en quelle mesure il l'était. Mais la deuxième, c'est que le vendredi, là, où il s'est fait virer le lendemain, littéralement, il a fait un très long passage en disant que la plupart de ses concurrents, étaient payés par le lobby pharmaceutique, et qu'il faudrait un jour que les Américains reprennent leur démocratie, que c'était un vrai scandale. Et tout juste, ils ne donnaient pas les noms des sénateurs et des députés qui avaient reçu des chèques comme les professeurs de médecine en France. Si vous voulez, il n'y a que deux professeurs de médecine en France qui n'avaient pas reçu de chèque de l'industrie pharmaceutique, c'était Perron et c'était Raoult. Et tiens, quels sont les deux qui ont gueulé, tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les autres avaient reçu des sommes considérables. Donc, vous vous dites, il est évident que les États-Unis, on en a souvent parlé ici, sont gérés aujourd'hui par le lobby des médias, le lobby de la défense nationale, enfin l'armée, et le lobby des pharmaceutiques, et que toutes les mesures sont prises par ces trois lobbies. Et donc, comme ils font ces trois ensemble, doivent faire 80% du chiffre d'affaires de la pub et
et des dons aux politiciens, on a peut-être fait comprendre que M. Carlson commençait à agacer, quoi. Mais il va ressortir hier. Hein. Ah, mais moi, c'est ce que je me dis, c'est quand je vois ça, je me dis, alors, en gros, les démocrates sont contents parce qu'ils se disent, ah, trop cool, c'est le visage de la droite américaine qui se barre de la télé. Je me dis, Tucker Carlson, bon, lui, il peut faire son beurre de son côté. Enfin, je veux dire, s'il ouvre une chaîne YouTube, un podcast, il va immédiatement trouver son audience. Il va peut-être même être encore mieux payé, justement, par les visionnages. Il était payé 20 millions de dollars par an, ce qui est bien. Ah oui, c'est pas dégueulasse, ouais. Oui, donc, mais s'il monte sa chaîne tout de suite, regardez ce qu'a fait le petit Shapiro ou l'autre là. Ouais. Ils ont monté leur chaîne et ils font des cartonnent. Mais je me dis justement, le gros perdant de cette histoire, en fait, c'est Fox News, quoi. Parce que je me dis, c'est le visage de Fox News pour tous ceux qui regardent pas énormément Fox News. Ils allaient écouter Fox News, pas à cause de lui. Bah oui, on pense immédiatement à lui et ses chroniques à la télé. Donc en plus de ça, il y a eu dès cette annonce, il y a eu un décrochage en bourse justement de l'action Fox News. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Mais ils vont prendre. Vous savez, c'est un peu la même histoire qui s'est passée avec Budweiser, où ils ont fait faire leur... Budweiser, c'est la bière que prennent les Américains. C'est ça, c'est le Heineken américain un peu. C'est même pire que le Heineken. C'est une bière... si vous voulez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les rednecks. Vous savez, c'est parce qu'ils ont le cou rouge, là, parce qu'ils sont dehors. Donc, c'est les gars qui vont aux courses de voitures, qui ont des armes chez eux, qui ont... Ouais, c'est l'américain du Midwest, quoi. C'est l'américain du Midwest, et donc ils avaient fait faire la publicité de cette bière qui était la bière de ces Américains-là par un transgenre féminin, et donc du coup, ces ventes se sont écrasées de 50%. Et je me demande si c'est pas Fox qui est en train de faire un symptôme de wokisme, quoi. Ouais, peut-être. Parce qu'il était tout à fait contre le wokisme. Donc, est-ce que c'est une façon de la plupart des gens, quand ils sont journalistes, finalement, avec quelques exceptions près, pardon, voudraient bien faire partie du groupe. Alors Fox, si vous voulez, c'était le truc que tous les journalistes américains détestaient, ceux qui étaient partout au New York Times, partout. Donc est-ce qu'ils ont dit on sacrifie Carlson, et comme ça, vous allez peut-être nous accepter chez nous. Ça me paraît. Ouais, en tout cas, c'est certainement le patron du groupe qui l'a sacrifié. Ouais. Mais ouais, c'est une drôle d'idée, je trouve, parce que à moins que ce soit effectivement expliqué directement à cause de ce procès contre Dominion, ou alors j'ai noté Fox News doit donc 787 millions de dollars à Dominion, donc c'est quand même pas rien. Et en plus de ça, je trouvais ça un petit peu bizarre parce que Tucker Carlson, alors c'est sûr, je me souviens au moment justement peu après les élections de 2020. Bon, il posait des questionnements que je trouvais tout à fait légitimes, qui pourraient être considérés comme complotisme. Enfin bon, je trouvais ça légitime, du moins à ce moment-là, c'est certain. Et en revanche, j'ai pas trouvé très incisif justement sur cette question des machines Dominion. Au contraire, même parfois, il reprochait aux avocats de Donald Trump, notamment la fille, je sais plus comment elle s'appelle là, mais il lui reprochait justement de pas avoir véritablement d'arguments assez tangibles. Et il y avait eu un peu une embrouille entre les deux. Et lui, il voulait dire justement, bon, on a le droit de poser des questions, c'est un peu louche, mais n'en faisons peut-être pas trop, de peur d'avoir l'air d'être des tarés, quoi. Non, mais une autre explication qu'on peut donner, c'est qu'on rentre dans une période électorale aux États-Unis. Dans les 2 ans qui viennent, il va falloir changer de président, etc. S'il change. Et on sent bien que la main de fer du groupe qui favorise la censure, les guerres à l'étranger, essaye de reprendre le pouvoir sur
sur les chaînes, quoi. Ouais. Peut-être aussi que Fox News a envie de refaire de se redonner une image un peu plus néoconservatrice, comme c'était le cas dans les années 2000. Parce que ça aussi, Tucker Carlson, c'est assez intéressant parce que Tucker Carlson a assez bien senti et a assez bien précédé l'évolution de la droite américaine là-dessus. Contre tous ces phénomènes de société. C'est-à-dire voilà. qu'ils sont contre ce qu'on appelle le libéralisme sociétal. Ouais. Vous savez, toutes ces histoires de woke et tout. Donc lui, il est marié, il a 4 enfants. C'était le fils d'ailleurs d'un haut dignitaire des Nations Unies qui s'appelait Carlson aussi, donc son père. Et donc il fait tout à fait partie de l'establishment à Washington où il a toujours vécu. Mais il y a toujours eu cette espèce de façon de parler qui veut dire qu'il n'a pas peur, quoi. Et d'ailleurs, même sur les questions, on va dire, internationales... il est violemment contre la guerre. Il est violemment contre la guerre. Et alors, au début des années 2000, il était dans une position justement un peu de néocon. Au début, il était pour la guerre d'Irak, pour la deuxième guerre d'Irak, donc en 2003. Et en 2004, il dit ouais, bon, en fait, je suis pas sûr. Et il s'est trompé. Final, et j'ai dit, je me suis trompé, voilà. Je le regrette. Exactement. Et il fait une sortie en disant, je l'ai trompé. Donc, il a fait des excuses. Il a dit qu'il s'était trompé, ce qui est pour un journaliste assez. Mais en même temps, est-ce que ça peut être pourrait se présenter des élections aux États-Unis? Est-ce qu'il pourrait être un vice-président? Je sais pas, mais voilà. Je pense que vice-président, ça pourrait bien marcher. Ah ouais. Je pense que ça pourrait très bien marcher. Bon, après... Il a fait aussi un autre crime, c'est que l'une de ses dernières interviews, c'était l'interview qu'il a faite de Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy, celui qui avait été assassiné, le frère du président, qui avait été assassiné aussi. Et donc, il a fait une très longue interview de lui, où l'autre expliquait à quel point, dans le fond, la démocratie américaine n'existait plus, quoi. Et il donnait des exemples. Il disait que son oncle avait été assassiné, son père avait été assassiné par la CIA, enfin, il le disait tranquillement. Donc, c'est bien, mais il faut peut-être pas aller trop loin. Il est peut-être allé trop loin dans la dénonciation du complexe militaro-industriel. Ouais. Ouais, c'est vrai que parfois, oui, c'est une critique qui peut être un peu risquée dans le paysage audiovisuel, mais en même temps, c'est aussi pour ce genre de truc qu'il a été énormément populaire. Quoi. Ouais. Les gens l'aimaient bien. Et il a été un des rares à dire que cette guerre n'avait pas lieu d'être, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'il a un peu senti, enfin, je sais pas s'il l'a senti, mais en tout cas, il a lui-même incarné un peu le courant, enfin, ce qui est devenu le courant un peu trumpiste des républicains, mais avant justement l'apparition de Donald Trump dans le paysage politique. Donc déjà à la fin des années 2000, il sentait certaines choses de ce côté-là. Et de l'autre côté du paysage politique américain, on a le vieux, on a Joe Biden qui veut se représenter. Ben écoutez, il faudrait d'abord que quelqu'un lui demande ce que ça veut dire. Oui, peut-être que... Oui. Enfin, je ne sais pas. Il est tout à fait évident qu'il est gâteux. Oui, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, si vous voulez, bon... Alors, la question, c'est... On a dit un type gâteux qui devait se représenter, donc il l'a dit, ça c'est pas difficile. Parce qu'on dirait un homme politique qui fait de la politique depuis 50 ou 60 ans, qui doit se représenter, ça ne semble pas tellement surprenant, parce que ce qu'il a fait toute sa vie. On sait que la vice-présidente, Mme Kamala Harris, la raison pour laquelle elle est complètement incompétente, enfin, elle ne raisonne pas droit, quoi. Bref. Donc il y a deux questions qui vont se poser. Qui nous ont choisi ces deux gens pour être là? On sait que Obama a été très actif pour pousser ce ticket. Et deuxièmement, comme aucun des deux n'est capable d'exercer le moindre pouvoir, puisqu'ils sont pas bien câblés, qu'il exerce. C'est probablement Blinken et tous ces gars-là autour, et c'est les néocons. Donc c'est un exemple parfait d'une dérive de la démocratie, quoi, dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ce que je trouve étrange, c'est quand même que je trouve que... Bon, alors, comment dire, Biden n'est pas très aimé, mais force est de constater qu'il n'est pas non plus détesté dans le pays. Il n'y a pas un gros mouvement de détestation. Il n'est pas pour autant très populaire. Mais je me dis, ils n'ont pas trouvé un autre candidat quand même pour 2024. Il n'y avait pas une autre personne à proposer. Ce qu'il y a, c'est qu'il était tenu par on le savait très bien, par toutes ces histoires qui se sont passées en Ukraine. C'est lui qui s'occupait de l'Ukraine avant
les affaires ukrainiennes aujourd'hui. Donc on avait sans doute sur lui tous les dossiers pour le faire tenir tranquille. Donc c'est un candidat de paille, quoi. C'est pas un vrai gars. Et donc on se retrouve dans un monde très curieux aux États-Unis. Vous avez quand même toute une série d'affaires plus graves les unes que les autres qui touchent certaines personnes importantes du Parti démocrate, depuis les Clinton jusqu'à Biden, jusqu'à son fils, jusqu'à son frère, qui ne sont jamais instruites. Et de l'autre côté, vous avez Trump, si vous voulez, qui lui, il peut pas tourner à gauche sur une route sans qu'il y ait 35 policiers qui lui mettent des... Oui. Donc, et ça aussi, ça donne l'impression aux Américains qu'il y a deux poids et deux mesures dans la justice, ouais. Quoi. Et ça aussi, c'est pas sain quand dans un pays, vous avez l'impression que le ministère de la Justice, la police, le FBI ont été capturés. On sait par exemple que toute cette histoire de Russie n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre la Russie et Trump. On sait que ce dossier avait été monté par un type qui venait de l'intelligence service anglais et qu'il a été payé par la campagne de Clinton. Donc on sait toute une série de choses qui maintenant dans le domaine public. Par exemple, dans l'ordinateur du jeune Biden, on a trouvé des trucs... devrait le faire condamner pour d'autres raisons que politiques, puis sur la politique, sur la corruption avec son père, on a tout ce qu'on veut, tout a été publié, et il n'y a aucune enquête. Alors, ça laisse un sentiment de malaise, quoi. Bah, clairement, oui. C'est-à-dire que selon où vous vous placez sur l'échiquier politique, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres. Quoi. Et surtout, vous êtes... donc bon, il avait piqué des documents secrets aussi, alors qu'il n'était pas président, donc il n'avait pas le droit. Bref, il y a toute une série de choses comme ça qui sont incompréhensibles pour quiconque est un petit peu attaché à la notion d'égalité devant la loi, quoi. Qui est quand même la base de la démocratie. Hein. S'il n'y a pas d'égalité devant la loi, on n'est plus en démocratie, quoi. Ils n'auraient pas pu proposer quand même Kamala Harris au moins comme candidate. Enfin, je veux dire... Quitte à pas avoir... Elle peut pas aligner des idées, elle se met à rire. Oui, c'est pas faux, mais l'autre, il s'est pas aligné deux mots. Donc... Non, mais surtout, il n'a pas fait campagne. Il est resté enfermé chez lui à cause du Covid, il n'a pas bougé. La seule campagne qui a été faite, c'est de dire votez pour moi parce que je ne suis pas Trump. Bon. C'est vrai c'est quand même un type qui a fait campagne dans sa cave, quoi. Dans sa cave, on l'a jamais vu. Il y avait 3 personnes à ses réunions, c'était le maximum. Donc ça a été vraiment une campagne anti-Trump. Ça n'a pas été une campagne pour Joe Biden. Ils ont voté. Il y a une majorité d'Américains, apparemment, qui ont voté contre Trump et pas pour Biden. Donc voilà pour Joe Biden, à voir déjà s'il peut terminer son mandat, parce que c'est pas tout de penser à celui d'après, il faut aussi terminer celui qui est en cours. C'est étonnant. On ne sait pas encore ce qu'il en sera. Et ensuite, pareil, je sais pas si l'électeur américain va se rendre compte de quand même qui il a au pouvoir. Peut-être qu'il y en a qui sont rassurés par le fait que ce soit pas vraiment lui qui exerce le pouvoir. C'est possible, mais à ce moment-là, et que des gens compétents sont derrière. Ouais, des gens compétents, c'est eux qui ont foutu le merdier en Ukraine et partout. Donc, je sais pas s'ils sont si compétents que ça. Je signale que cette espèce de camarilla a été en guerre depuis les Clinton contre à peu près la terre entière. Que ces guerres se sont interrompues pendant que Trump était là, et puis dès que Trump est parti, les guerres reprennent, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est aussi les mêmes qui ont enfermé les 3/4 des États américains, quoi. Enfin bref, voilà pour cette affaire-là. Évidemment, nous en reparlerons quand il y aura un petit peu du neuf. Pour l'instant, c'est un peu vague cette histoire d'élection américaine. Selon les Échos, la France redevient le pays européen où l'électricité est la plus chère. Et alors justement, j'ai vu cette info donc, quand j'étais sur Twitter, et ça m'a intéressé de regarder un petit peu les réactions à ce truc-là. Et donc, je voyais beaucoup de gens dire la libéralisation, privatisation, libéralisation. Je me dis, encore une fois, le libéralisme, il a bon dos quand même. Oui, parce qu'il n'y a eu aucune libération. On a mis au point un système de prix contrôlé qui a été fabriqué par les Allemands, qu'on a accepté. Pour empêcher la France d'avoir un prix de l'énergie qui soit dépendant de notre système nucléaire, alors qu'on l'a rendu dépendant du prix marginal du gaz que les Allemands achetaient pour faire leur industrie. Donc, ça n'a rien à voir avec le libéralisme, alors rien du tout. Pas plus que
les miroirs magiques ou les moulins à vent qui sont subventionnés, encore une fois, par EDF. Et pas plus que le prix des billets de train à la SNCF. Tout ça n'a rien à voir avec des prix de marché. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de prix de marché, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est une administration... l'administration à Bruxelles, là, en train de devenir folle, qui met des réglementations. Mais il y en a une autre qui va arriver, il n'a pas fini de monter, parce qu'on va remonter les crédits de carbone, vous savez. Là, on va remonter ça, ce qui fait que la famille moyenne française va payer entre 700 et 1000 euros de plus par an d'ici 3-4 ans. Alors, la plus belle histoire que je connaisse, c'est qu'il y a des gens dont c'est la spécialité, vous savez, de comprendre les répercussions des événements sur le budget des gens, etc. Donc, ce sont des types qui ont travaillé ici, qui sont tout à fait remarquables. Et ils ont immédiatement été approchés par un des plus grands groupes français, mais d'État, qui réfléchit aussi sur le nombre de sujets, pour savoir comment on pourrait créer des subventions pour les gens les plus pauvres, etc., pour contrer les carbone crédits qui vont être faits à Bruxelles. Donc, ils remettent en place une espèce d'usine à gaz absolument extraordinaire. Et c'est la seule chose que je sais, c'est que le type qui a un revenu normal au milieu, lui, il va devoir payer, mais il n'aura pas la subvention, donc ça va une fois de plus tomber sur la classe moyenne. C'est ça. Tandis que les autres, ils continueront à se faire chauffer dans les palais nationaux, où on paiera pour le type qui est en HLM à la Seine-Saint-Denis. Donc, vous voyez cette espèce de système devenu fou. Vous avez une partie du système qui monte Tout le monde s'en fout du CO2, honnêtement. Ça devient à peu près comme le Covid, quoi. Tout le monde se rend compte que c'est un éléphant blanc qui n'a aucun intérêt. Mais il y a de plus en plus de gens qui le disent. Et donc on continue à s'exciter sur ce CO2. Mais de l'autre côté, comme ça va ruiner la population française, on va mettre en place une taxe, enfin une subvention pour... Si on faisait ni l'un ni l'autre, ça serait peut-être mieux, non ? En plus, effectivement, beaucoup de journalistes s'émeuvent en ce moment de ce phénomène absolument terrible qu'est le climato-scepticisme. Et je me dis, mais si vous voulez pas autant de climato-sceptiques, les copains, faut peut-être pas demander aux familles françaises, ou même européennes globalement, de raquer tous les mois parce que à cause du prix carbone de je sais pas quoi. Alors, je vais parler aux climato-sceptiques. Il y a un certain nombre... Vous avez un certain nombre de prévisions qui ont été faites par ces gens-là depuis 35 ans, 40 ans. Hein. Donnez-moi une seule des prévisions qu'ils ont faites qui ait marché. C'est ce que je notais justement il y a pas longtemps. Je parcourais justement des vieux articles qui parlaient notamment de la montée des eaux. Parce que elle n'est pas montée du tout. Autant l'augmentation de la température, on la constate, on est tous d'accord. Bon, voilà, il y a pas partout, hein. Dans l'hémisphère sud, ça monte pas. Hein. Non, pas partout, effectivement. Pas partout. Ça dépend, ça monte un peu chez nous. Ça dépend à quelle période et ça dépend où. Mais sur la montée des eaux, justement, j'avais vu, c'était une expertise de l'ONU de 1989. Donc les mecs disaient si on ne fait rien pour contrer le réchauffement climatique, d'ici 10 ans, New York sera sous l'eau. Donc d'ici 10 ans, c'était 1999 ou 2000, quoi. Les copains, on est en 2023. Il y avait aussi Al Gore qui avait fait il y a un grand glacier aux États-Unis qui est dans les montagnes rocheuses. Et il avait fait mettre un panneau devant ce glacier en disant à partir de 2019, ce glacier aura disparu. Vous y allez tranquillement, il n'a jamais été aussi grand. Il n'a absolument pas disparu, donc ils ont fait enlever le panneau, quoi, parce que ça faisait un peu désordre. Ça, c'était... Donc vous regardez ça, et deux remarques quand même. D'abord, c'est que le CO2, c'est l'élément de la vie, hein, c'est avec ça que ça marche. Il n'y a pas assez de CO2, on crève tous. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que toutes les périodes de civilisation dans l'histoire ont été des périodes de réchauffement. Toutes les périodes de malheur ont été des périodes de refroidissement. Donc, si on est en train de se réchauffer, c'est une bonne nouvelle, les mecs. Moi, je suis content. Hein. Là, justement, en avril, on ne s'est pas assez réchauffé, on s'est écaillé. Moi, je voulais bien 2-3 degrés de plus. Hein, oui. Et alors, il y a quelque chose de marrant. C'est à Baltimore, je crois, aux États-Unis, il y a une pierre qui est dans l'eau, vous savez, comme c'est dans le port, je crois, avec le niveau de l'eau, quand on a mis la pierre, quand, dans le fond, les gars sont arrivés avec le Mayflower, vous savez, c'était... ils ont mis... Donc, on voit le niveau de l'eau en 2000... Bon, je ne plus trop bien. Il y a très longtemps. Et bien, aujourd'hui, l'eau, elle est toujours au même endroit. Oui. Et j'ai été assisté à une remise de prix dans un ministère français. Il y avait quelqu'un, ils remettaient un prix à un écolo, entre autres, il y avait des tas d'autres, une jeune femme, qui disait « Et l'Antarctique est en train de fondre ».
Et je tiens à dire à cette dame, qui avait l'air très compétente, hein, que jamais le niveau de l'Antarctique n'a été aussi élevé, jamais il y a eu autant d'eau, et jamais il a fait aussi froid dans l'Antarctique. Donc, les gens arrivent et vous disent, dans une remise de prix, l'Antarctique est en train de fondre. Et vous savez que c'est pas vrai. Mmh. Mais vous savez, vous avez lu les chiffres, vous les avez. Donc, qu'est-ce qui peut amener à quelqu'un qui se dit scientifique à dire quelque chose qui est pas vrai? Ça n'a pas déclenché plus de tempêtes, ça n'a pas déclenché plus d'inondations, ça n'a pas déclenché plus de feux de forêt, ça n'a pas déclenché... Donc tout ce qu'on nous racontait, rien de ça a dépassé, et les gens continuent. C'est comme... Moi, ça me fait le même effet que le Covid, c'est-à-dire il faut déclencher des peurs. Et je vous signale que la prochaine peur qui arrive, je peux vous dire laquelle c'est. Dites-moi. C'est l'intelligence artificielle. Ah bah oui. On la voit arriver gros comme une maison. Maintenant, ils nous ont fait le coup du Covid, puis ensuite le coup du CO2 avant ou après, puis ils nous font peur sur peur, et maintenant c'est d'expliquer qu'on va tous être remplacés par des machines. Mais ils en ont pas marre d'essayer de nous faire peur. Cela dit, quand je vois que les premiers à s'en inquiéter, c'est quand même des journalistes, je me dis, bon, est-ce que finalement c'est pas mérité? Oui, vous n'avez pas tort. Peut-être, puis dans ce cas-là, si vous voulez, on remplace pas beaucoup d'intelligence, quand même. Ouais. Oui, on remplace le néant par de l'intelligence artificielle. Donc c'est peut-être un progrès, quoi. Oui, c'est sûr. Mais l'intelligence artificielle suivra très bien les ordres, aussi bien que les journalistes. Hein. Oui, ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. On voit très bien que toutes les intelligences artificielles, alors c'est très drôle, quand elles viennent de sortir, vous avez tout un tas d'articles pour dire telle intelligence artificielle est raciste, etc. Et puis ensuite, il y a quelques semaines où les mecs qui l'ont sorti bidouillent un peu. Et donc après elle devient convenable. Voilà, après elle devient convenable. Donc par exemple, c'est tout con, hein, mais vous lui demandez à ChatGPT de faire une blague sur les femmes, elle va vous dire non mais moi je peux pas faire ça, machin, c'est discriminatoire, etc. Vous lui demandez de faire une blague sur les hommes, elle va vous le faire. Vous lui demandez de faire une blague sur les noirs, elle va vous dire non c'est raciste, etc. Vous lui demandez de faire une blague sur les blancs, elle va vous le faire. Bon, voilà, ils ont bidouillé un petit peu le truc pour faire en sorte que ce soit inégal. Et aussi ces trucs-là vont dire exactement ce que ceux qui l'ont bidouillé veulent que ce truc-là dise. Donc c'est pas de l'intelligence, c'est de la propagande. Et justement, encore une fois, c'est Elon Musk qui constate ça aussi et qui se dit mais c'est débile parce qu'on n'utilise pas vraiment le vrai potentiel du coup de cet outil-là. Et donc lui aussi, il veut se lancer vraiment dans l'intelligence artificielle, mais avec un truc qui serait pas bidouillé à l'avance comme ça, quoi. Qu'on les laisse chercher tout seul, mais je sais quand on les laisse chercher tout seul, en général, les résultats qui arrivent à la fin sont pas vraiment ce à quoi s'attendent les bien-pensants. Oui, voilà. Mais d'ailleurs... Il y a un côté darwinien. Oui, il y a un côté darwinien, ouais. Qui apparaît dans l'intelligence artificielle si on la laisse faire. Mais du coup, ça fait que si vous êtes beaucoup plus politiquement correct, c'est beaucoup plus facile pour vous d'utiliser l'intelligence artificielle parce que tout va aller dans votre sens. À condition que vous l'ayez programmé pour ça. À condition que vous l'ayez programmé pour ça, c'est sûr, oui. Si vous l'avez pas programmé ça veut dire que c'est pas l'intelligence, c'est la propagande. On devrait appeler ça la propagande. Oui, en vrai, c'est une sorte de propagande artificielle. Propagande artificielle. Oui, dès que ça devient politisé, effectivement, c'est un peu... on remplace l'intelligence par la propagande. Vous savez, c'est très biaisé. L'idéologie, c'est une espèce de façon de ne pas penser. Ouais. Pour terminer cette émission, je voudrais évoquer éventuellement les propos du patron de la milice Wagner. Donc alors je sais pas du tout comment ça se prononce parce que moi je parle pas un mot de russe, mais c'est donc Prigojine, j'imagine que ça se prononce à peu près comme ça. Voilà, je prie notre audience de bien vouloir m'excuser. En gros, donc ce patron de la milice Wagner, il dit bon, je suis pas sûr qu'une poursuite des combats soit une excellente chose. En plus de ça, on a franchement des conquêtes pas trop mal. On a du coup tout le territoire terrestre de l'est de l'Ukraine. On peut aller à pied jusqu'en Crimée. Est-ce que franchement, on pourrait pas s'arrêter là? Il pose la bonne question, c'est toujours pareil, mais encore une fois, le but de cette guerre, d'après Poutine, c'était d'empêcher que l'Ukraine ait et rentre dans l'OTAN. Donc, au départ, c'était simplement de protéger les Russes qui étaient là. Donc, tout ce qui était Donbass, etc., c'est revenu. Donc, il faut qu'il y ait des négociations.
Et si les négociations acceptent, comme un fait accompli, que l'Ukraine sera un pays neutre, bon oui, on arrête là, il n'y a pas de raison de continuer. Mais si les Ukrainiens refusent et prétendent qu'ils veulent continuer à être dans l'OTAN, à ce moment-là, ça va continuer, jusqu'au moment où l'Ukraine sera ratatinée. Donc, encore une fois, je le sais, je l'ai dit ici d'ailleurs, que Poutine l'avait dit à Hollande, l'avait dit à Sarko, l'avait dit à Berlin, l'avait dit qu'en aucun cas, il ne permettrait à l'Ukraine d'être dans l'OTAN, que ce serait la guerre. Et ils y sont allés quand même, donc voilà, maintenant... Ce que je veux dire, c'est qu'au début, c'était juste un acte de protection des minorités russes. Aujourd'hui, si j'ose dire, il faut que l'OTAN perde. Et ça va pas être facile, parce que si l'OTAN perd pas, il n'y aura pas de paix. Et si l'OTAN perd, à mon avis, l'OTAN est foutu. Donc pour les Américains, c'est un sale coup. Ils se sont mis dans un sale coup, mais maintenant, ils ont que 2 mauvaises sorties. C'est vrai qu'ils sont mis dans un sale coup, et là, à la limite, la meilleure porte de sortie, justement, pour les Américains, ce serait de dire, bon... on a pas mal aidé. Est-ce que le statu quo ça vous va? On s'arrête là, tout le monde rentre chez soi. Quoi. Oui, encore une fois, c'est bien, tout le monde rentre chez soi, mais d'abord il y a eu 250 000 morts pour rien, parce que ça aurait pu être évité tout ça. Et ensuite, si la question de la neutralité de l'Ukraine n'est pas traitée, les Russes s'arrêteront pas. Est-ce que vous pensez que justement en admettant encore une fois qu'on reste dans une sorte de statu quo, c'est-à-dire que le front bouge pas trop, imaginons, même si c'est difficile à imaginer, mais imaginons que la situation reste à peu près telle quelle jusqu'aux élections américaines prochaines. Est-ce que vous pensez que le candidat républicain, il doit se poser en disant les copains, on en a marre de cette guerre, on en a marre d'envoyer des armes, d'envoyer des munitions, d'envoyer des chars, d'envoyer des avions, on arrête les frais, on négocie la neutralité de l'Ukraine et on n'en parle plus. Dès le moment où il dit j'accepte la neutralité de l'Ukraine, c'est terminé, quoi. À ce moment-là, tout Poutine, ça reste entre les mains. Mais à ce moment-là, ça veut dire aussi que tous les gars de la CIA, du département d'État, etc., doivent tous être virés et le cas échéant traduit en justice pour corruption. À minima viré, oui, en tout cas. Ouais, minima viré, non, mais il y a eu des trucs entre l'Ukraine, ISIS et tout ça qui sont pas bien nets, hein, on sait, donc... je peux pas vous dire, mais en tout cas, tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire, c'était ce qu'avait dit quand ils avaient ratatiné les Romains à Cannes. Hannibal, il a été ensuite reposé à Capoue. Les Russes ont mené une guerre qui était très difficile. Il serait un peu idiot qu'ils ne soient pas... qu'ils ne tirent pas les marrons du feu, puisque c'est... Voilà, ben, je crois que... Ouais, bon, je trouvais cette déclaration en tout cas intéressante parce que c'est-à-dire que ça du point de vue purement opérationnel, il a raison. Ouais, mais c'est pas son boulot, lui c'est un chef de guerre. Et ensuite, c'est pas à lui de négocier les trucs diplomatiques de la guerre. Quoi. Oui, les Américains ont encore fait une erreur incroyable. Il y a le ministre des Affaires étrangères américain, russe, qui vient à New York parce qu'il préside l'Assemblée des Nations Unies, ce qui est assez poilant, quoi. Enfin, c'était son tour, donc il l'a eu. Et les Américains ont refusé toute une série de gars qui l'accompagnaient parce qu'ils ne voulaient pas que ces gars-là rentrent sur le territoire américain. Mais attendez, les Nations Unies, c'est un territoire international, quoi. Donc c'est une imbécilité rare. Quoi. Oui, c'est sûr. Si vous ne vouliez pas que des gens rentrent sur votre territoire, il ne fallait pas foutre les Nations Unies à New York, quoi. Vous les mettez chez Bao, mais certainement pas à New York. Donc encore une fois, il décrédibilise les Nations Unies. Il n'y en a pas une qui rateront. Je trouvais cette déclaration intéressante parce que c'est quand même un type qui est... il est directement sur le front, là, en ce moment, du côté de Bakhmout, puisque Wagner est pas mal de ce côté-là. C'est Wagner qui a pris Bakhmout. Oui, c'est vrai que ça... Alors, il y a trois colonnes qui sont prêtes. Il y en a une qui viendrait de la Biélorussie, qui descendrait vers Kiev. Il y en a une qui percerait à partir de Bakhmout et une qui monterait de la Crimée comme ça. On sait que les trois... Il y a à peu près 400 000 hommes qui peuvent converger sur Kiev. Ouais. Et qui sont l'armée russe, c'est pas Wagner. Hein. Oui,
Oui, Wagner, c'est pas 400 000 hommes, ouais, c'est moins que ça, oui, c'est sûr. Enfin voilà pour cette semaine. Merci beaucoup. J'ai déjà préparé le salto de la semaine prochaine, oui. le marathon des subventions publiques. Je le déclare pas encore, je dirai la semaine prochaine ce que c'est. Mais c'est pas mal. On va dire c'est Samuel Paty, enfin le fond Marianne fois 200 à peu près. Oui, mais c'est normal. Il faut bien que tous ces braves gens qui apportent leur soutien désintéressé à Macron vivent noblement. Voilà. Et parfois, c'est même pas que du soutien à Macron, parfois c'est juste de l'extrême gauche, tout simplement. Voilà. Enfin, vous êtes militant, vous êtes content, vous faites vos interventions un peu partout, vous nourrissez votre propre idéologie, vous bossez pas beaucoup, mais vous êtes quand même bien payé, très très bien payé. Donc voilà, c'est normal en République française, c'est le minimum. Donc voilà pour cette émission. Je rappelle encore une fois, vous pouvez poser votre question dans les commentaires. Je rappelle également que nous sommes disponibles en podcast sur Spotify et sur Deezer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci infiniment.